C'est parti. Et rêve-toi tout le monde, bonsoir, bonsoir. Toujours content, heureux de notre rendez-vous hebdomadaire. Donc, on reprend nos halachot, on reprend nos divrei chizouk. Peut-être que vous avez remarqué que le paysage derrière moi n'est pas habituel, tout simplement parce que je suis en déplacement, mais comme j'ai dit à Gérard tout à l'heure, je tenais quand même profiter des merveilles de la technique moderne, de pouvoir être loin de son endroit habituel et quand même, grâce au Zoom et le route de cela, donc de pouvoir diffuser la Torah. N'oublions jamais de diffuser la Torah. On vit les dernières heures de Chab Shvat. À New York, il y avait donc le Kinnutz HaShluchot. Ça a été réservé donc à une grande dame, et Madame Pinson, donc, et qui nous a quitté à un âge avancé. Elle avait dépassé les 100 ans, bon, Hachem, et qui a été shlucha, partant de Russie, a été shlucha au Maroc, en Tunisie, bon, Hachem, donc une grande dame. Donc pour nous, c'est donc un grand chizouk de voir des femmes qui s'investissent et donc combien le Rabbi a donné des korotes. Il a insisté sur le fait que les femmes dans nos générations font partie donc de la shlichut évidente. Elles ont toujours fait partie du travail qu'elles faisaient dans le chinour de leurs enfants à la maison. C'est un travail fabuleux sans lequel le clan Israël ne pouvait pas avancer, mais dans nos générations, la Isha, donc elle est à Teret Bala, la couronne de son mari, et donc comme ça, à deux, on voit comment les shlochim. Donc, si j'ose dire, on envahit le monde et on a une énorme ashpara et on voit l'ashpara que les femmes peuvent avoir donc autour d'elles. Et que ça continue comme ça, qu'elles soient bénies. Elles ont beaucoup été bénies par leur avis, elles continuent à l'être. Donc, qu'elles sachent que leur rôle est fondamental d'importance. C'est pas chaud ce que je dis, c'est évident, mais bon, il y a des choses qu'il faut répéter parfois pour bien s'en imprégner. Il y a tellement d'histoires à te raconter sur la médecine, et donc pas des histoires qui sont que pour les tzadikim, c'est des enseignements à nous. Le, le yachas, le yachas, le rapport comme ça d'amitié, de compassion, de complaisance avec autrui qui était extraordinaire. D'ailleurs, je vais me permettre de vous dire un mot donc, dont on a parlé cette semaine à notre au collège, à la Choule, sur les derniers psukim de la paracha de Yitro. Yitro, c'est donc la grande paracha de Matan Torah. Les Aseret Adibrot, et comme j'ai pu expliquer la semaine dernière, au nom de Rabbi Israël de Verdichev, que Vaïdaber Hachem El Moshe les morts, Vaïdaber, donc c'est les Dibourim. Les paroles d'Hachem, il a parlé à Moshe les morts, pour dire. Habituellement, quand on dit les morts, traduction, Pshat, ça veut dire Hachem a parlé à Moshe les morts afin qu'il répète au clan Israël. En l'occurrence, les Aseret Adibrot ont été dites, en tout cas les premières, devant tout le clan Israël, et donc le mot les morts est en trop. Il nous explique, parmi d'autres explications, on aura vu Nabi Israël, la chose suivante, Daber Hachem El Moshe, les morts. Les Dibourim, la Seret à Dibrot, les 10 commandements, que Dieu a transmis par Moshe, ils sont descendus dans le mort. Daber, c'est parler, les morts, c'est parler. Les différences, les Dibour, la Seret à Dibrot, ce sont les 10 commandements. C'est la quintessence de toute la Torah, du spirituel. Les morts, c'est le verbe dire, le verbe divin, le verbe créateur, avec lequel Akash Bokro a créé le monde. Reprenez la parasha de Bereshit. Omer Hachem el Moshe est mort. Pardon. Omer Hachem Yeyor. Hachem il a dit qu'il y ait une lumière. Et il y a Yeyor, la lumière. Vayirakia, qu'il y a un firmament. Donc c'est avec le verbe les morts que Dieu a créé le monde. Et nous dit, le Rabbi Libit, un yesod, un des fondements de la Chassidut, que lors des 10 commandements, Hachem a fait que les Dibourim, la Seret Dibrot, c'est-à-dire la quintessence du spirituel, et Dieu qui se contracte dans la Torah, qui descend dans les morts dans le monde matériel, dans Bereshit. Bereshit, ça veut dire le monde matériel. Ce qui fait qu'à partir de là, la cassure, la césure qu'il y avait entre le spirituel et le matériel est brisée. Maintenant, tout ça, ça se confond. Et dans le matériel du monde, eh bien, il y a toute la puissance divine
Et on sait toutes les conséquences que cela a dans la gloucha de certains objets, de Aaron, du Sefer Torah, de Tfilin, Tzitzit, tout ce que l'on fait, la nourriture que l'on mange qui est éminemment matérielle, eh bien ça devient du spirituel parce qu'on intègre la force de ces aliments et avec ça on peut servir Dieu, on peut monter de Michael al vers Dieu. Donc ça c'était les 10 commandements. Les 10 commandements, donc c'était la symbiose entre le matériel et le spirituel. Le Dibour, Vaïdaber, Seret Dibrot, 10 commandements, les morts dans les morts, dans le verbe divin créateur. Omer Hashem Yehiro. Et puis à la fin de cette paracha, on nous apporte je vais vous dire, une mitzvah. Velo ta'ale b'ma'alot, je vous dis le passouk le dernier, al misbechi asher lo tegale ervatra alav. Lorsque tu vas monter sur la pente qui t'amène au misbéach, là où on fait des sacrifices, il fallait que cette pente soit droite. Devant la menorah, il y avait un petit escalier pour accéder à la partie supérieure. Il fallait que le Kohen monte pour nettoyer, faire la tabata à l'érot. On pouvait monter sur un escalier. Mais là, pour le sacrifice, la Torah était makpida, que celui qui monte pour faire le sacrifice monte de manière qui exprime une certaine tzniout. Quelle tzniout? Il ne monte pas sur des escaliers parce que lorsqu'on monte sur des escaliers, eh bien les jambes s'écartent un petit peu et ça peut rappeler de manière lointaine un souvenir de quelque chose qui n'est pas tzniout. La question est très forte ici, c'est que le Kohen avait un caleçon, il avait un pantalon, il avait un vêtement sur lui. Donc il n'y avait rien qui ne se découvre. Et pourtant, la Torah dit, ben voilà, on est makpid, je t'égaler Arvatras. Quelque part, malgré le caleçon, malgré cela, le fait d'écarter un petit peu les jambes, eh bien, c'était un gilou irva, c'était une espèce de manque de tsniout, manque de kavod. C'est la raison pour laquelle, c'est extraordinaire ce que nous dit la Torah. Et donc, quand il ne montait pas sur un escalier, il montait sur une pente douce comme ça. Et Rachid nous apporte la Mechita, le Midrash, qui nous dit, la Torah veut que l'on fasse un kalvachomer, un raisonnement à fortiori, kalvachomer. Réfléchissons 2 minutes. Un Cohen qui est habillé, qui a des caleçons, qui par-dessus il avait le éphod, etc. On lui demande pratiquement de minimiser au maximum le fait d'avoir les jambes qui se séparent un peu écartées. Pour nous donner le remède que les pierres elles-mêmes, en voyant, malgré des écrans, voyant la nudité du Cohen, elles auraient pu quelque part s'offusquer un petit peu, sentir un manque de tzniut. Ça nous paraît tellement loin tout cela. Ça, c'est un midrash. Et afin qu'on fasse un raisonnement a fortiori, si déjà les pierres, qui sont des pierres, qui sont du domaine matériel, combien elles sont marquichotes? Allez, la Chasson nous dit qu'il y a du divin dans la pierre inerte. Bon, il y a du divin, mais combien ce divin, il est midgalé, il se dévoile, il est complètement caché par rapport au monde végétal et encore plus par rapport au monde animal, il est plus fort par rapport à l'humain. Et quand même, il fallait faire attention, l'immense leçon de morale que la Torah veut nous donner, eh bien, oui, si déjà la pierre qui n'est pas censée sentir quoi que ce soit, si on se promène de manière un petit peu patsniout, eh bien, elle peut ressentir quelque chose, eh bien, à plus forte raison, un homme, il faut faire extrêmement attention dans le comportement qu'on a envers lui, de ne pas lui manquer de kavod, de ne pas être mezalzel auto, faire extrêmement attention au ergesh de chacun. Dans une sikha, le rabbi il développe ce thème, mais il demande des questions évidentes. Il dit, vous savez, quand on fait on est mezalzel, chacun, on fait boucha, il y a des halakhot dans la Masechet Baba Kama, et c'est rapporté en Shulchan Aruch. Si on provoque un nézek, un dommage à quelqu'un, il faut lui payer le nézek, l'argent qu'il a perdu, il faut lui payer la guérison, tsar, bochette, la honte, il faut payer. Donc la Torah nous a déjà dit quoi faire lorsqu'on manque de respect, on fait honte à quelqu'un. Alors c'est quoi le chidouche que veut nous apporter ici la Torah de dire extrêmement attention, et donc le Kohen devait monter sur une pente douce comme ça et pas sur des escaliers. Mais c'est une évidence, c'est des halakhot clairs dans le Shulchan Aruch, que l'on n'a pas le droit
de faire des bisionotes. En plusieurs explications ont été données. Certains disent oui, mais c'est pour nous apprendre, par exemple, que, imaginons qu'une personne ait fait une boucha à une personne, une boucha, et que la personne soit décédée. Donc, il soit décédé avant d'avoir su qu'on lui a fait une boucha, avant d'avoir su qu'on lui a fait un bisayon. Donc, qu'est-ce qu'il a payé? Rien à payer. Et sur cela, hein, peut-être le Midrash va nous dire, même dans ça, il faut faire extrêmement attention. Et de là, on peut extrapoler ce concept-là. Si déjà la pierre qui n'est pas censée ressentir quoi que ce soit quand même, tu auras fait attention de ne pas de manière microscopique lui créer un zilzoul, un mépris, un dénigrement, calvaire pour l'homme, et même si c'est un enfant qui ne ressent pas tellement la chose, et même si une personne qui, bon, n'est pas spécialement sensible à la chose, on ne sait jamais. Je me suis permis d'ailleurs ce Shabbat, en plaisantant, à Prof. On a beaucoup parlé de là, de dire pour descendre ce concept dans nos quotidiens, combien il faut faire attention, je vais me permettre de vous dire le mot, on a beaucoup plaisanté sur ce mot, ce qu'on appelle les chariades. On charrie quelqu'un. On le plaisante gentiment. Il y a des grands amis, enfin, souvent, on peut vous approcher de certaines discussions, et c'est une petite pointe par-ci, une petite pointe par-là, et tout le monde éclate de rire, tout le monde, c'est sympa, voilà, on va dire c'est sympa. Bonne ambiance. Yves doit être Hachem Bessimcha. Il faut servir Dieu dans la joie. Eh bien, quand même, je me suis permis de leur dire, sachez une chose, que ce que l'on appelle les chariades, je connais des gens qui vont rire parce que c'est obligé de rire, c'est ridicule d'être vexé, mais au fond d'eux-mêmes, ils sont extrêmement touchés par la petite pointe qu'on s'est permis de dire, parce que c'est sur le ton de la plaisanterie, on permet beaucoup en plaisantant. Et bien, des gens qui sont blessés et qui ne vous le disent pas tout de suite, et Bezat Hachem, avec Hachem, ils le disent après, au moins ils vident l'abcès. Mais des fois, ils peuvent le garder à vie. Et donc, faire extrêmement attention, même quand on blague, quand on plaisante, même avec un enfant, faire extrêmement attention à ces mots. Ne jamais dire à un enfant, t'es mauvais, t'es nul, tu vaux rien, tous ces mots-là. Et même des mots plus fins. Il faut toujours, comme Laura nous a dit, toujours, mais au dead, encourager. Il n'est pas bon, ça veut dire qu'il n'est pas bon, il n'y a pas de bonne note. Tout juif est bon. Il n'y a pas de bonne note, pas bon. Ça s'appelle qu'il doit progresser, ça s'appelle qu'il comprend moins vite que les autres, c'est pas grave. Lui donner du chizouk sur la partie qu'il comprend, et ça, c'est fondamental. Donc retenez ça, les chariats peut-être, en ce qui me concerne, il ne faut pas en faire, ça évite bien des problèmes. Il y a d'autres choses pour plaisanter, pour être bessimra, que plaisanter sur le défaut de quelqu'un, hein, bien que ce soit facile, on est entre amis, puis c'est connu, voilà, on se connaît depuis des années, donc ben non, il faut éviter au maximum. Voilà le petit moussard qu'on peut tirer donc du dernier passouk. Et puis on arrive bien sûr à Mishpatim, et à la fin ça finit avec Naaseh Venishma. Donc on reviendra sur ce thème, Naaseh Venishma, cette espèce de profession de foi du cas Israël qui ont dit oui, oui, Naaseh, on veut faire, on veut faire les mitzvot, et on a respecté l'ordre. D'abord on fait Venishma, et après on comprend. Quand on entend, c'est on comprend. De lui d'abord s'intéresse à faire des mitzvot. Et quand on s'adresse aux femmes, elles comprennent particulièrement ce concept. Halakha, quoi faire? J'ai, cette semaine, bon, je vais mettre une petite anecdote, un cours qui a donné un coup de haut niveau sur la tfila à un groupe de dames. Très beau, qui touchait beaucoup, ça va être tout un cycle qui continuera à Bezat Hashem dans notre communauté. J'invite beaucoup d'entre vous, si vous pouvez vous y joindre, hein, donc il faut bien vous renseigner sur les dates. Et puis quelqu'un a proposé un cours vraiment très touchant avec des histoires, etc. Il y aura dans le cycle, il y aura un shiur de halakha. Et puis les femmes vont dire, ah oui, c'est halakha, oui, il faut dire halakha, halakha. Pour un rave, en particulier pour un rave comme votre obligé, je suis toujours très content d'entendre ça parce que moi aussi je suis un grand amoureux d'halakha. Et je vois combien il y a un écho. Les femmes, elles comprennent que finalement, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le Dibour Hachem, la plus haute spiritualité, elle descend dans les morts, dans le monde matériel. C'est connu qu'elles sont touchées par la halachot, ça les touche, ça leur parle, les halachot leur parlent. Donc voilà, tâchez
d'être bien conscient que vous avez un srout, disons, un mérite, et un jour comme aujourd'hui, hein, on est à Motsai Chavet. Donc il faut multiplier les jours de halakha clairs, hein, bien sûr, à tous les niveaux, au niveau de Tarat Mishpacha, au niveau de Shabbat, au niveau de Kashrut, tous ces inanimes-là. Expliquez bien, et je sais qu'on a toujours un écho, c'est de très nombreuses années que j'enseigne à quelques petites heures par semaine à Beth Rivka, et je sais qu'il y a toujours un écho avec les élèves. Elle garde un excellent souvenir des années après, mariée, mère de famille. Elle garde donc les souvenirs des halakhot qu'elles ont appris parce que c'est du concret, c'est Dieu qui descend dans le concret. Voilà, c'est le nishma. Donc d'abord naasé et puis on comprend la profondeur. Donc reprenons puisqu'on parle de halakha, reprenons de nos shiur de halakha. Comme d'habitude, je vais me permettre de vous parler d'une halakha hors programme, si on peut dire, pas, ce qui est dans le programme, mais hors CD actuel, puisque je vous rappelle que depuis le début de l'année, on a repris tout le cycle des mlachot de Shabbat, avec bien sûr toujours des petits compléments. Donc je vais revenir quelques minutes, hein, pas tout le shiur. Après, on va reprendre hein, les mlachot. Je vous rappelle qu'on a étudié Toren, Moud, on a étudié Lâche un petit peu, pétrir, on va revenir sur cela. Et puis maintenant, on va sauter ensuite à la grosse mlacha de Shabbat, à savoir Mevachel, cuire. Mais avant, je vais revenir sur une halakha concrète qui m'a été soumise dans Ilchot Yichud, dans les lois d'isolement. Bon, on connaît, je pense vous avoir déjà vu, j'ai déjà enseigné un lundi, je ne suis pas plus trop quand, mais je sais qu'on a vu ça à la là, mais il faut toujours revenir sur le sujet. La question est la suivante. Le papa, il était Yutchvat Shel Rabbi, la maman se retrouve à la maison. La maman, elle a un garçon de 10 ans. Elle se retrouve avec d'autres enfants, mais ce Shabbat, elle se retrouve avec son garçon de 10 ans. Le garçon de 10 ans demande à maman, est-ce que je peux inviter un copain pour Shabbat? Elle dit oui, pourquoi pas. Donc, elle a invité un copain qui avait à peu près le même âge, 10-11 ans, et tout homme, elle a eu le réflexe de demander, attendez, est-ce que j'ai le droit d'inviter ce copain-là, ce garçon, Shabbat? Alors, quelle était la question? La question est que, on fait un petit rappel, le yichud de cette maman avec le copain là, qui avait 10 ans est interdit. Le yichud d'une femme adulte à partir de 13 ans est interdit avec un garçon à partir de 9 ans. 9 ans. Donc le garçon, il avait 9 ans, il était interdit de yichud de s'isoler avec cette maman. Ah bah, mais bien sûr, tout Shabbat, il y avait le fils de cette maman. Et il est considéré comme chômeur, garde sa maman. Donc un garçon de 10 ans, 11 ans, il est chômeur. Donc lui, bien sûr, l'enfant peut s'isoler avec sa maman, évident. Et donc, en étant dans cette maison, il n'y a pas de problème de yichud. Le problème commence quand? La nuit, au moment où on va dormir. La halakha dit la chose suivante, que la nuit, il est clair que le chômeur en question, il va dormir. Normalement, il va dormir. Certes, il peut se réveiller, mais il peut aussi bien dormir. Donc, les Chachamim ont estimé que le yichud de la nuit d'un homme et d'une femme avec un seul chômeur est insuffisant. Que deux chômeries. Je reviens hein, sur des bases, hein, je pense que ce que je dis pour l'instant c'est simple. Vous comprenez cela? Oui, il faut deux chambres la nuit. Donc ça veut dire si s'il y avait par exemple, un exemple, s'il y avait deux frères, cette maman elle avait deux enfants, un garçon de 9 ans et un de 11 ans ou 10 ans, ça aurait été bon. Il y aurait eu deux chambres et le copain. Donc les deux chambres surveillent la maman et le copain et c'était bon. En l'occurrence avec un seul. On va dire, est-ce qu'il y a une solution? Ça m'ennuie de refuser l'invitation parce que mon fils tout seul il va s'ennuyer, il a son copain, le copain aussi c'était une mitzvah de le recevoir. Est-ce qu'il y avait des solutions? Alors là, je vais aller des solutions classiques que nombre d'entre vous connaissent et à des solutions, on va dire, non classiques. La solution la plus simple,
la plus bourrin, sans discussion dans les post-kim, c'est d'inviter deux copains. Donc, ils seront quatre dans cette maison, la maman, son fils et deux copains de classe. Donc, le fils et le copain, donc ça, c'est considéré comme deux chômeurs. Ou s'il y avait deux frères. Elle me dit que c'est difficile. Le cas est difficile, habiter un deuxième, c'est compliqué, c'était pas simple. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre solution? Alors, je pense avoir eu l'occasion de vous dire que dans des cas comme ça, un peu exceptionnels, il y a une permission. Je suis la nuit, hein, on est bien d'accord. Le jour, avec un chômeur, c'est bon. Il y a une solution, c'est un jour vraiment, cette maman, elle est en situation d'irroute comme ça, et, difficile de trouver une solution. Il y a une solution que la maman s'enferme dans sa chambre tout le temps qu'elle peut, on va dire. Bien sûr, tout ça, ça commence à partir du moment où le fils va dormir. Tant que tout le monde est réveillé, c'est comme le jour, il n'y a pas de problème. Mais au moment où on va dormir, où donc il y a une bonne probabilité que le fils va dormir, donc il y a un risque que la maman se retrouve seule avec le copain. Alors, la solution qui est proposée, c'est Bédachak, bien sûr, c'est pas. A priori, on évite, mais bon, si un jour on est en situation difficile, on peut s'appuyer sur l'avis, sur l'idée que si la femme s'enferme tout le temps que le fils est endormi, eh bien, le risque que le garçon en question vienne et rencontre la maman est très très petit et Chachamim me permettent. Cela ne veut pas dire que la maman n'a pas le droit, la nuit, de se lever, d'aller à la cuisine, boire un verre d'eau ou faire autre chose. Évidemment. Mais elle peut sortir comme ça quelques minutes, faire un besoin quelconque, et elle rentre, elle se réenferme une deuxième fois dans sa chambre. Ça, c'est la deuxième solution. Donc, première, ça va deux chômeurs. Deuxième solution, un seul chômeur et la femme s'isole comme ça, là, enfermant. C'est pas toujours possible. Il y a des maisons où il n'y a pas de clé, où elle ne peut pas s'isoler, c'est compliqué. Alors, imaginons, hein, on ne peut pas avoir deux chambres. Bon, la femme, maman ne peut pas s'enfermer. Est-ce qu'on peut encore gratter un éther ou pas? Alors là, je vais vous dire un chidouche. Un chidouche qui est une discussion dans le post-it, marloquette, hein, c'est divergence d'opinion. Je vais vous dire donc cet avis-là, et puis j'écouterai vos questions. Et pour moi, tout ce que je vous dis maintenant est un prétexte pour revoir un petit peu toute ça à la fois, vous comprenez, hein, et voir si dans ces derniers temps, on n'a pas été en situation d'Iroud, en le sachant, sans le savoir, Béchat Adara, qu'on n'avait pas le choix, etc., etc. Alors, la dernière extrémité, comme je viens de vous dire, elle est basée sur le fait suivant. Lorsqu'il y a, par exemple, le Yichoud, cette maman-là en question, on présente son mari, le mari est à la maison, et ils invitent un invité. Ils ont un seul invité. Il est invité la journée, il n'y a pas de problème. Le mari surveille sa femme, il est chômeur. La nuit, on a dit, il faut deux chômeurs. Eh bien, quand le chômeur unique, en supposant qu'il n'y ait que le mari, quand le chômeur unique, c'est le mari de la femme, les Chachamim disent qu'il n'y a pas Echot, il n'y a pas Issour Yichud, il n'y a pas d'interdiction d'Yichud. Tout le monde comprend, c'est archi logique. Quand le chômeur, même que le mari dort, même qu'il a un sommeil profond, la probabilité qu'une femme fasse quelque chose de négatif avec un invité en présence de son mari est quasiment nulle. Donc, quand le chômeur chez le mari, ça marche. Ça marche. L'inverse aussi est vrai. Quand la chômerette, c'est l'épouse, si ça marche. Si un couple invite une jeune fille, disons une jeune fille, il y a Yéhoud entre le papa, le mari, et puis cette jeune fille. Et il n'y a qu'un seul chômeur, c'est l'épouse. Et ben, quand c'est l'épouse qui est chômerette, elle est considérée par rapport à son mari comme deux chômeurs. Donc ça marche. En d'autres termes, pour résumer, un couple aurait le droit d'inviter ou un homme, seulement un homme, ou une femme, seulement une femme. Dans ce cas-là, il n'y a pas Yichud,
Parce que l'homme et la femme sont particulièrement vigilants sur une erreur qui pourrait arriver. Ça, je pense que tout le monde comprend. Le pas que je vais franchir maintenant, que des post bien sûr franchissent, ceux qui veulent des références, vous trouverez ça dans un grand livre, des premiers livres complets qui ont été écrits sur Yehoud, qui s'appelle Dvar Halacha. Il s'appelle Dvar Halacha, sur Ilchot Yehoud. Il y a pas de nombreux, des grands poskim qui disent que le fils de cette femme, le fils de la maman, un petit peu, je ne vais pas dire beaucoup, mais un petit peu, il est un petit peu comme, il a la même svara, la même logique qui permet le yichud quand le mari est là. Parce que le fils, il est makpid sur la tsniout, hein, je veux dire comme ça, de sa maman. C'est-à-dire, il est spécialement vigilant sur les agissements de sa maman. Alors que c'était un stam, un étranger, bon, bah, il dort, c'est tout. Alors que quand c'est le fils qui dort, beaucoup de poskim disent que waouh, maman est là, avec mon copain est là, il surveille davantage. Voilà. Il a le sommeil plus léger qu'un stam chômeur. Intéressant comme soir, vous voyez. Intéressant comme logique. Alors, vous me demandez si un jour ça arrive, est-ce qu'on peut s'appuyer dessus? Je pense que oui. Hein, c'est connu que beaucoup de poskim disent, Chazonish par exemple, il dit que on a tendance à être méquille dans une chot. On a tendance comme ça. Pour attention, bien sûr, mais en attendant, donc s'il y a des poskim qui estiment que oui, on peut permettre, donc on peut permettre. Donc là, je suis en train de vous dire un grand chidouche, c'est que les enfants, donc le garçon, il est considéré comme deux par rapport à sa mère, au hijo de sa mère. C'est une belle svara. Cette svara que je viens de vous dire, elle existe aussi de la maman par rapport à son fils. Ça veut dire, c'est dans une maison, il y a la maman et son fils, et à part ça, il y a une jeune fille invitée. Donc le fils avec la jeune fille, il est en situation de yichoud. Et il n'y a qu'un seul chômeur, c'est la maman du fils, du garçon. Ici, vous avez aussi la même svara, que la maman est makpida sur on va dire tzniout, pour pas dire un autre mot, de la tzniout de son fils. Vous voyez, elle surveille son fils en quelque sorte. Elle ne laissera pas son fils faire une bêtise. Elle est considérée comme deux choses. Même si elle dort, elle est considérée comme deux. Elle va se réveiller. Si elle est au moindre soupçon de quoi que ce soit, elle va se réveiller. Voilà. Donc, pour résumer, donc, à cette dame, je lui ai dit trois solutions. Premièrement, inviter deux copains. Deuxièmement, avec un seul copain, vous enfermer dans votre chambre la nuit. Troisième solution, si ni l'un ni l'autre est possible, on va inviter quand même le copain et on va s'appuyer sur ceux qui pensent que le fils sera spécialement vigilant. Voilà. Ben, fera attention, pas de kirouv et tout, etc. Mais bon, voilà, on peut s'appuyer sur cette soirée-là. J'écoute vos questions. Est-ce que tout ce que je viens de dire est clair? Allez-y. N'hésitez pas à poser vos questions. Allô? Pas de Oui, questions? Oui, je oui, vous écoute, bonsoir. madame. Allez-y, allez, bonsoir, madame. Je vous écoute. Bonsoir. Le yichoud, on parle de yichoud la nuit, mais pas le jour. Le jour, madame, un chômeur, bien sûr, il y a le jour, mais le jour, un chômeur suffit. C'est-à-dire que quand le fils a invité son copain, il est venu vendredi après-midi. Vendredi après-midi, le fils était réveillé. Donc, tant qu'on est le jour, ça veut dire tant que le chômeur est réveillé, en général, le jour, il est réveillé, un seul chômeur suffit. Ça, c'est le début. Maintenant, hein, le problème dans l'invitation dont j'ai parlé, c'est que le copain, l'invité, il allait passer tout Shabbat, donc dormir hein, chez son copain. Donc, il se trouvait en situation d'irkoud avec la maman, et il n'y avait qu'un seul chômeur, à savoir le fils. C'est clair? Oui, alors non, mais moi je reprends le jour. J'ai ma sœur qui est dans la maison. Moi, je dois faire des courses à l'extérieur et il y a mon mari qui est à la maison. Cette situation, comment on la règle? Ah, bon, c'est une bonne question. Voilà, c'est une bonne question. Et maintenant, donc, dans votre cas, vous avez zéro chômeur. Vous voyez? Vous n'avez pas de chômeur. Non, Votre sœur, elle est seule avec votre mari. exact. Donc, en principe, il y a oui, Yiroud. On va réfléchir maintenant aux solutions. Mais si vous nous demandez ça, Yiroud, oui, une femme avec son beau-frère, elle est en situation d'Yiroud. Elle a plus que. Quel âge elle a, cette soeur? 60 ans.
Oui, C'est plus bon, de c'est pas- oui, oui, d'accord. Donc, elle a un certain âge. Donc, oui, elle écoute. Alors, les solutions. Quelles sont les solutions? Quand je dis quelles sont, c'est pas toujours, il y en a, hein, c'est pas toujours, mais voilà. Ce qui est proposé par nos Khatami est le suivant. Est-ce que dans l'endroit où ils habitent, le fait de laisser la porte ouverte, ça apporte quelque chose? Est-ce qu'il y a des gens qui passent et qui peuvent rentrer comme ça dans la maison? Bon, mais si c'est une maison comme certaines où il y a des baies vitrées où on est vu de l'extérieur, on est vu de l'extérieur, et donc la sœur ou le mari restera dans la salle à manger où il est vu de l'extérieur. C'est ce que la halakha appelle pétar patoar les arabim, quand la porte est ouverte dans la rue. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quand il y a une possibilité que des gens puissent voir. Quelqu'un m'a dit j'ai sa porte ouverte, j'habite au huitième étage et je suis le seul locataire du huitième étage. Vous comprenez que ça vaut rien. C'est pas Mhm. pétar patoar, il n'y a personne. Il est au huitième étage, il n'y a personne qui passe. Laisser la porte ouverte, ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce que l'on appelle pétar patoar et arabim? C'est-à-dire ou bien qu'on est effectivement vu par des gens éventuellement qui passeraient, ou alors, il y a des personnes qui peuvent venir de manière impromptue. Ça veut dire, vous-même, madame, je ne sais pas ce que vous allez faire quand vous laissez votre soeur avec votre époux, mais si vous allez faire des courses et vous pouvez revenir au bout de 2 minutes comme au bout de 2 heures, alors on peut vous donner le guédère, le statut, si on peut dire, d'une maison où il y a une personne qui peut venir de manière impromptue, sans qu'on le sache. Donc, il ne faut pas dire je reviens dans 2 minutes, je reviens dans 1 minute. Il ne faut rien dire. Il faut dire je vais faire, j'arrive vite fait. Il faut dire j'arrive vite fait. Dans ce cas, si vous êtes sur le point de venir à un moment que personne n'est au courant, ça peut sauver du route, ou bien une autre personne, j'ai connu des cas qu'on a pu résoudre de cette manière, vous avez ou une voisine ou un autre, vous dites écoute, si ça ne vous dérange pas, dans l'heure qui vient, tapez à la maison et demandez un verre d'eau, demandez ce que vous voulez, allez dire bonjour, trouver une histoire qui tient debout, vous voyez, mais donner un prétexte que quelqu'un puisse venir taper à la porte. Ça, vous rentrez dans le éther, dans la permission qui s'appelle Pétar Patoa Tarabim. Mais imaginons, alors on va prendre le scénario catastrophe, imaginons qu'il n'y a aucun voisin, etc. On peut laisser la porte ouverte, mais personne ne viendra, et que vous êtes enseignante, vous êtes allée à l'école. Voilà. Toute la matinée ou tout l'après-midi, avec pratiquement aucun espoir, aucune chance de retourner dans l'heure qui vient, c'est un problème, madame. Il faut trouver la solution. Il faut trouver un autre chômeur, un enfant, un ami, il faut trouver une solution. D'accord. Alors, imaginez que, on va prendre les deux cas. Imaginez que je veux faire une course, je demande à ma belle-fille de venir à l'impromptu voir la maison. Je dis, bon, il y a Hani qui va venir, par exemple. Est-ce que c'est une solution de dire ça? Je dis, il y a ma belle-fille qui va venir. Il faut Mais que je ce dis soit un pas peu quand. vrai. Il faut qu'une fois elle vienne, hein. Il faut que ce soit vrai, pas que ce Oui, soit. oui, 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 Alors, oui. je vais vous dire, écoutez, je- donc, je vais vous faire sourire. Oui, ça marche, mais il faut que la belle-fille, enfin, qu'elle vienne dire bonjour, bonjour. Elle reste 2 minutes et s'en aille. Pourquoi? Parce que si elle reste là-bas, il y a une interdiction. Je n'ai pas tout repris aujourd'hui, toute la lachot de Yichud. Il y a un homme ne peut pas s'aider avec deux femmes. Ah, Il y a deux femmes donc avec le mari, c'est problème. Oui, oui, mais le fait que cette jeune fille peut venir comme ça, taper à la porte, bonjour, elle s'en va tout de suite, c'est sûr, c'est dissuasif. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dissuasif. Mais il ne faut d'accord. pas qu'elle reste ensuite le shiur Yichud. Donc, il faudrait juste lui dire bonjour. Elle fait un petit chiacol, elle boit un verre d'eau, elle rentre chez elle. Vous voyez? Alors, sinon c'est son fils de 11 ans qui peut faire Oui. cette action-là. Ah oui, le fils de 11 ans, c'est bien. Ah, le fils, c'est top, ça. Si c'est le fils de 11 ans, c'est top. D'accord, C'est le jour, d'accord, donc il est chômeur, il n'y a aucun problème. d'accord. Ça peut être dans les deux cas. Soit je vais faire des courses, soit je ne suis pas là toute la journée, je suis à l'école. Oui, oui, mais il faut que ce soit savir, que ce soit un peu logique, vous voyez, parce que imaginons que vous soyez à l'école, le mari, du Shalom, hein, on va voir noir. Il passe un coup de fil à sa femme et dit oui, vous habitez à Brunois et, et le mari habite à Brunois et la femme elle enseigne dans le 16e. Bon, c'est ce que je veux dire, il faut 3 heures pour arriver, on n'a rien gagné. Vous voyez ce que je veux dire, il faut que ce soit possible, que la chose, même de manière peut-être un peu lointaine, mais que la chose soit possible. Voilà. Bah, celui qui vient pour dire bonjour, c'est pas ça qui résout le problème?
Oui, oui, madame. Mais le garçon dont vous me parlez, ça veut dire, ou la belle-fille, ça veut dire, elle va dire bonjour, disons, il y a 2 heures d'isolement de 10 heures à midi. Le mari en question, il sait qu'il y a quelqu'un qui fait une de 10 heures à midi. Mais si vous êtes dans le 16e, vous n'arriverez jamais avant 4 heures d'après-midi. Donc ça sert à Mhm. rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il faut réfléchir qu'il faut que la chose soit possible. Que la chose puisse, même de manière, encore une fois, même de manière lointaine. Peut-être la probabilité que la belle-fille vienne ou que l'enfant vienne, elle est faible, mais elle existe. Mais si le mari passe un coup de fil à sa femme, elle a 200 kilomètres, vous voyez ce que je veux dire? Ça sert à rien. Donc, faut voir la logique. Il y a une logique dans ça. Il faut que la personne qui vient, hein, de ce qu'on appelle pétard patoire, porte ouverte, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui peut venir, que c'est possible qu'il vienne. Peut venir dans les 5 minutes qui viennent, peut venir dans 1 heure. Mais, mais si maintenant le mari il est sûr et certain qu'elle ne pourra jamais arriver avant 3 heures, donc elle a 3 heures de Yahoo d'interdit. Voilà. Oui, mais il y a le chômeur qui peut venir aussi. Et entre-temps, il y a le chômeur qui peut Ah venir oui, aussi. encore une fois, il faut que la personne qui peut venir déranger puisse venir à chaque instant, absolument. Mais encore une Mhm. fois, il faut que ce chômeur qui peut venir n'importe quand, il faut qu'il puisse venir n'importe quand. Oui, Mais oui, imaginez que d'accord. ce chômeur, imaginez que ce garçon, il est à l'école, à l'Eshiva, il sort jamais avant 6 heures. On n'a rien gagné, vous voyez ce que je veux dire? Il faut que ce soit D'accord. vrai. Voilà, c'est ça l'idée. D'accord. D'accord, j'ai compris. Voilà. Docteur Ablid, J'écoute, allez-y. est-ce que une maison qui a, comme beaucoup, dans beaucoup de maisons aujourd'hui, une caméra et que la personne concernée a sur son smartphone la possibilité de vision sur ce qui se passe à la maison, peut être considérée. Écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est très logique ce que vous dites, mais les post-kim sont extrêmement vigilants sur ce genre de choses. Et si vous me posez ces questions, c'est que vous savez très très bien qu'un bon manipulateur, il peut vous mettre n'importe quoi sur un smartphone. C'est vrai ce que je dis ou non? C'est vrai, C'est ça le point. Je sais que je vais vous donner des exemples de ce que vous dites. Par exemple, les liens du Khalavakum. Khalavakum. Est-ce que le fait de mettre une caméra, il n'y a pas de juif qui est venu en Inde, mais bon, on sait que, ou bien le chômeur, il vient, il vient une fois dans la journée à la ferme. Est-ce que le fait de mettre des caméras, on voit qu'ils n'ont pas porté des animaux interdits, il y a des poskim qui ont tendance à être méquilles, mais en faisant beaucoup de tirs au film, ça, ils sont sûrement des rabananes, etc., etc., etc. Mais dans la mesure où c'est Marassim Bekolium, des gens qui, avec l'intelligence artificielle, peut vous faire un film de folie, quoi, qui est complètement faux, vous le savez bien. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier de ce genre de solution. Voilà. Ça peut aider si un jour c'est un jour catastrophe, et que vraiment c'est soi-même, vous avez installé le système et qu'il faudrait vraiment un grand spécialiste pour le trafiquer, ok, on peut. Mais Big View, comme ça, c'est difficile d'être sommaire là-dessus. très bien. Voilà. Autre question, allez-y. C'est vraiment les questions d'actualité hein, qui me sont posées. La semaine dernière, rappelez-vous, j'ai apporté celle d'actualité, c'était le poisson avec les olives qui était mariné dans du chomet de vin interdit. Bon, chaque semaine, on a comme ça des chélotes. Je vous parlerai d'autres chélotes peut-être la semaine prochaine, pas maintenant. C'est le problème des maquillages permanents et pas permanents, semi-permanents. Et maintenant, avec des nouveaux systèmes où on fait des petites lésions, mais faibles. Bon, ça, mais il faudrait bien être clair sur ça et savoir ce que tous les postes qui me disent. C'est une chaîne difficile, Bémet. C'est très difficile. Bon, mais on la traitera. N'inquiétez pas, on tâchera de traiter les questions d'actualité. Alors, on va revenir. Hein, il nous reste encore du temps. On va revenir donc sur l'Ilchot Shabbat. Hein, c'est tous les Shabbats, on est confronté à ça. Il faut que le clan Israël connaisse bien les Ilchot Shabbat. Je vous rappelle donc, on a fait récemment Tochen. On n'a pas le droit de moudre, avec plein d'exceptions, rappelez-vous. On a le droit de moudre quelque chose qui ne pousse pas de la terre, comme les œufs, le thon, etc. On a le droit de moudre avec un chinouille comme le manche de la fourchette. Si c'est un beau éther, on peut écrire des pommes de terre avec le manche.
Et on peut écraser aussi des choses qui ont été déjà écrasées, qu'on a reconstituées, comme des biscottes, des matzot, etc., etc. On peut les écraser, en faire de la farine, parce que ça a déjà été sous forme de farine, et puis on l'a reconstitué. Bon, ça c'est rapide. Semaine dernière, nous avons vu la mlacha de lâche. Lâche, c'est battre pas battre, pardon, c'est pétrir pétrir. Donc on est en train de s'approcher de plus en plus de bichoul, la grosse mlacha. Donc je vous ai apporté beaucoup de cas, on va les répéter, on va tâcher de trouver des exemples. D'ailleurs, une d'entre vous m'avait demandé la question de la tafina. On va revenir sur cela. Pour résumer, donc, ce que nous avons dit, prenons un exemple. Si on veut faire du thon mayonnaise, alors vous avez dit que de manière générale, on s'efforcera de faire deux chinouilles, deux différences par rapport à l'habitude. Quelles sont les deux différences? Il faut faire la rencontre entre le solide et le liquide de la manière inverse de l'habitude. Si on a l'habitude, par exemple, de mettre d'abord les céréales écrasées et ensuite le lait ou l'eau dedans, vous ferez l'inverse. Vous mettrez d'abord le liquide, puis vous mettez les céréales. La rencontre solide-liquide dans l'ordre inverse. Le deuxième chinouille, qui est le plus admis dans les poskim, c'est de faire le mélange proprement dit, la ta'arovet, le mélange, en faisant le mélange en signe de plus. Haut en bas, gauche-droite. Gauche-droite, la chose ici, c'est shtivaev dans la Gemara. Ça veut dire en forme le, le tram, la chaîne et la trame. Hein. On fait un tissu, il y a des fils de chaîne et fils de trame, ça veut dire perpendiculaire. C'est pas très pratique, le mélange n'est pas très bien fait, et c'est ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est que ce soit pas fait de manière très bonne, et donc c'est permis. Je ne reviens pas sur le pourquoi, hein, comment se fait-il que Chachamim, quelquefois, ils disent qu'un chinou, ça suffit. Bon, même dans cela, certains sont marqués que la rencontre huile avec le solide ou bien la mayonnaise, etc., doit se faire à Erev Shabbat. Erev Shabbat, pour vous dire à quel point c'est Ramour, c'est une chita dans un des Tanaïm de Rabbi dans la Gemara. Bon, mais on tient en général que quand il y a un vrai besoin pour un tinoc, par exemple, pour un enfant, ou bien on va avoir un aliment frais Shabbat, on est méquille de considérer si on fait les deux chinouïm que je viens de vous dire, c'est permis. Donc, prenons des cas concrets. Allez, restons dans les cas concrets. Si on veut faire un mélange, allez, du thon qui a déjà été écrasé, avec de la mayonnaise, on fait rencontrer la mayonnaise avec le thon, et vous mélangez les deux, comme ça, je t'y vais. Vous avez fait des khatzilim, vous avez écrasé dans des légumes, ou des carottes en tout petits morceaux, vous allez faire carottes mayonnaise, ou khatzilim mayonnaise. Avocat, vous allez avoir de la crème d'avocat, donc vous avez écrasé l'avocat avec un chinouille, avec le manche de la fourchette, hein, je vous donne chaque fois des exemples concrets. Comme ça pousse de la terre, il faut l'écraser avec le manche. Et puis ajouter de l'huile en changeant le sens de la rencontre. Et puis le mélange, vous le faites comme ça. Vous avez comme ça de la crème d'avocat grâce au chinouille. Je vous ai ajouté aussi, on a parlé de la tahina la semaine dernière, que s'il y a quelque chose qui a déjà été pétri, le mélange on l'a déjà. Comme vous savez très bien que ça s'achète, comme le houmous, la tahina, ça s'achète en boîte, dans des sachets comme ça, c'est déjà fait, c'est déjà pétri. Il n'y a pas d'interdiction, je reviens sur ce deal-là, il n'y a pas d'interdiction de rajouter du liquide et de diluer, si on en veut plus, par exemple. Même de la mayonnaise même, la mayonnaise qui a déjà été faite, bien sûr. On a fait des œufs de l'huile, etc. On a battu la mayonnaise avant Shabbat. Et maintenant, on trouve qu'elle est un peu épaisse, on voudrait qu'elle soit plus légère. Et donc, en plus, on a avoir plus de volume. Vous avez le droit pendant Shabbat d'ajouter de liquide, de la rebattre. Parce que finalement, ça a été rebattu. Vous ne créez pas une pâte. La pâte, elle existe déjà. La tahina déjà faite. Pas la sèche, hein, pas le golem, la sèche, mais celle qui a déjà été faite. Vous pouvez la diluer, c'est meilleur d'ailleurs, plus dilué.
Le houmous, pareil, si vous voulez ajouter de l'huile dans le houmous qui déjà été fait dans les boîtes, et le diluer un petit peu, c'est permis. Diluer, c'est pas pétrir. Pétrir, c'est le contraire. C'est au contraire prendre un solide liquide et en faire un troisième mélange, une pâte. Et quand la pâte est faite, la diluer, c'est pas interdit. Voilà, ça, il faut bien bien retenir. Bon, donc dans chez la semaine dernière, donc la tahina, il y en a qu'on achète dur, complètement dur. Et là, on l'a fait soi-même. Là, le seul moyen, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir la rencontre entre les grains écrasés et le liquide doit se faire dans l'ordre inverse. Et le mélange proprement dit, vous le faites sous cette forme de shtiva RF. Je vais ajouter, je n'en ai pas parlé, bon, c'est bien d'en parler. Il y a une autre chinouille qui est ramenée dans les poskim. En général, je laisse en deuxième position parce que le meilleur, c'est ce que je viens de vous dire, c'est shtiva en forme de plus. Le chinouille, c'est une fois qu'on a rencontré le liquide et le solide, de le faire passer d'un kéli à l'autre. Comme ça, ça mélange un petit peu. Bon, c'est pas très pratique quand je veux une blila à quand je veux un pétrissage épais, mais bon, quand c'est un peu fluide, c'est permis. Comme ça, en passant d'un kéli à l'autre. Voilà donc quelques exemples concrets. Donc, d'autres cas sur lesquels il ne faut pas se tromper. Le premier, je pense qu'on en a parlé, mais c'est toujours bien de répéter. Lorsque le fait d'ajouter un liquide crée la pâte qui se fait d'elle-même sans que je sois obligé de faire la licha, de faire le pétrissage, on a un makor dans l'Agmara, les zerapishtan. Les grains de lin, quand on les met dans un liquide, d'eux-mêmes, ils fondent et ils font une pâte. Et les poskim comparent ce din-là avec tous les produits que l'on fait, comme la purée mousseline. Ce sont de la purée en flocons, donc c'est de la purée de pommes de terre lyophilisée, on a enlevé tout le liquide, il reste plus comme ça les flocons. Dès que vous mettez de l'eau, hop, ça se reconstitue tout seul, c'est interdit, en tous les cas. Les cas des jello, on a parlé aussi des cas des jello. On fait maintenant une espèce de produit comme ça, vous mettez de l'eau, ça durcit, ça fait comme de la gelée avec du goût de fraises, etc., etc. Ça, c'est pareil. On mélange un petit peu pour que ce soit meilleur, plus onctueux, meilleur au goût peut-être, mais l'acte de remuer, c'est plus un acte de pétrir, parce que le pétrissage, c'est le collage, si j'ose dire. Le collage du liquide et du solide se fait tout seul, pas besoin de mélanger. Alors que le collage, on prend encore employé ce mot, la farine avec de l'eau, le collage, un des deux, si vous pétrissez pas, ça fera jamais une pâte. C'est le pétrissage qui le rend pâte, vous voyez? Ça le point. Il y a des cas, alors des fois que les gens demandent, voilà, j'ai mis du chocolat en poudre, du sucre sur mon fromage blanc, puis j'ai mélangé. Donc j'ai obtenu une espèce de pâte comme ça, fromage blanc avec du sucre ou du chocolat. Il est clair que le sucre, on ne peut pas dire que le sucre est rentré dans le fromage et ça fait une nouvelle métiout, vous voyez, qui est une nouvelle pâte. C'est du fromage, c'est toujours de votre fromage blanc qui est sucré. C'est-à-dire les petits morceaux de sucre sont éparpillés un petit peu, mais on ne peut pas dire que le fromage blanc, il a collé quelque part les grains de sucre, il en a fait un cristaux à l'intérieur. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. Et que les cristaux, ils se sont éparpillés dans tout le fromage blanc. Et donc, on n'a pas fait une pâte. La pâte, c'était le fromage blanc, elle reste ce qu'elle est. Peut-être un peu plus molle si vous le remuez, mais pas plus, vous voyez. Donc, c'est pas interdit. On va dire, peut-être qu'il y a lâche dans. Non, il n'y a pas de lâche. Et de manière générale aussi, je pense que vous en avez parlé aussi, beaucoup permettent, quand vous avez deux pâtes déjà faites, et les mélanger, vous donnez une troisième pâte. Prenons l'exemple. Vous avez, je reviens à mon fromage blanc, très, très, très compact, et il est un peu fade comme ça. Les enfants disent, oh, j'en peux bien, mais il faut me mettre de la confiture. Vous avez un pot de confiture, pas du tout liquide, hein, une grosse confiture très épaisse. Donc, vous prenez deux éléments qui sont déjà épais et vous les mettez ensemble. Alors, il y a des discussions dans les post-it, mais il me semble que l'on peut s'appuyer sur les méquilim et de pouvoir permettre ça. C'est quand même très pratique. Hein, donc, si vous avez quelquefois un gros pot comme ça de fromage, il y a beaucoup de monde à la maison, le fromage, vous n'aimez pas trop les enfants, c'est pas très très bon quand c'est pas sucré. Donc, on peut mettre beaucoup beaucoup de confiture, pas liquide, la grosse confiture, hein, comme d'abricot, hein, elle est bien épaisse.
Vous mélangez ces deux pâtes, et vous les mélangez, et vous faites donc du fromage blanc au goût d'abricot. C'est permis, ces choses-là. Voilà, ça c'est je pense avoir rapidement passé en revue les cas concrets hein, que notre Shabbat il change. J'espère que vous faites davantage attention, vous prévenez votre femme, vos enfants, de faire attention à tous ces détails. Et si vous allez mélanger des pommes de terre écrasées avec du bouillon et tout, vous leur répétez donc les mots que je viens de vous dire. Y a-t-il des questions? Allez-y, n'hésitez pas hein, qu'on boucle la boucle aussi. Sur... Je voudrais revenir sur le mélange liquide. Oui, Par madame. exemple, je prends de l'huile, du citron, un peu de moutarde. Est-ce que je peux faire une action de battre avec la fourchette pour que ça soit un petit peu plus onctueux, si vous voulez, un peu plus, voilà, Alors, dans le... mélanger. oui, oui. Alors, je vais faire attention aux mots que vous avez employés. Dans la mesure où la moutarde, c'est quelque chose qui a déjà été pétri, c'est une pâte en soi. Et vous ajoutez un liquide, d'après ce qu'on a expliqué, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème parce que finalement, vous ne faites que diluer donc cette moutarde. Si vous avez que la moutarde, ça aurait été une pâte plutôt épaisse, grâce à l'huile que vous ajoutez, vous avez une vinaigrette. Quoi. C'est pas interdit. Vous n'avez fait que diluer. À plus forte raison, s'il n'y a bien pas euh, de moutarde, vous avez mis du jus de citron, avec du vinaigre, avec de l'huile, etc. Finalement, tout ça, c'est un ensemble de liquides. Et ça fait comme ça que une vinaigrette pour vos artichauts, vos légumes. Ça, il n'y a aucun problème non plus. Vous avez employé le mot battre. Battre, il faut faire attention au mot battre parce qu'il arrive parfois que quand on bat fortement quelque chose, ça fait une espèce de... Par exemple, le blanc d'œuf, vous voyez. Les poskim disent qu'il ne faut pas battre le blanc d'œuf et en faire du blanc. Vous savez ce que l'œuf battu? Oui, oui, Hein, je comprends, je comprends. je veux Ça fait dire, meringue, ça fait meringue voilà, après. voilà, Khazak, voilà, vous avez créé quelque chose, ça ressemble un peu à bonnet, Khazak. Ça, il ne faut pas. Mais si c'est stable, quand vous allez battre la moutarde, c'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est pour mélanger les deux choses C'est ensemble. mélangé, j'ai bien compris. Alors, il n'y a aucun problème. Vous pouvez le faire, madame. D'accord, merci. Voilà. Autre question? Est-ce qu'on aurait le droit, bonsoir Rav, est-ce qu'on Bonsoir. aurait le droit de mettre des grains d'avoine dans un yaourt et les mélanger et pour les consommer, quoi? Alors, je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vais vous faire une réponse de rabbin. Ni lui, ni oui, ni non. Ou bien mieux, oui et non. Je m'explique. Et je sais je sais comment ça marche avec les enfants. Il y a des enfants qui aiment bien les grains d'avoine dans le yaourt, mais dans leur tête, c'est pas des grains d'avoine qui ont un goût de fromage blanc. Vous voyez? C'est le yaourt, mais qui est un peu plus épais grâce aux grains d'avoine. Ça veut dire que le but du mélange, c'est pas du tout d'obtenir une pâte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste d'avoir un yaourt bon, qui a autre chose qui est un peu plus épais, vous voyez? Voilà, Donc, ça serait. c'est pas lâche, ça c'est pas lâche. Lâche, ça veut dire c'est qu'on a l'intention de faire une pâte. Et là, c'est pas du tout le but, vous voyez? C'est plutôt ce cas-là, ça ressemble plus à mettre du sucre. On a envie que le sucre soit partout. Maintenant, si, ça, c'est pour ça que je vous dis oui et non. C'est pas faux de ma réponse. Et je connais des enfants, par contre, eux, ils vous mettent plein avec le Vitabix, toutes ces choses-là, ils vous en mettent plein. En fait, ce qu'ils veulent, c'est des grains d'avoine, mais pas grains d'avoine secs comme ça, grains d'avoine qui font finalement une boule avec le fromage. Vous voyez ce que je veux dire? Le but, là, c'est vraiment d'avoir les grains d'avoine en boule comme ça, et réunis, collés par, bon, ils ont trouvé comme colle le fromage blanc ou autre chose, vous voyez? Très bien, Et donc, quand je vous dis oui et non, c'est pas faux, vous voyez? Ça dépend. La réponse, c'est pas des uns. très bien. Merci C'est des beaucoup. bonnes questions, hein, c'est Khazak, c'est des bonnes questions parce que c'est très démarré tout ça. C'est vraiment les post-kim se cassent la tête c'est sur les gdarim, c'est-à-dire on essaie de définir le statut de chaque aliment. Qu'est-ce qu'on cherche à chaque fois? Allez-y. Autre question? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je rebondis sur le sujet de la vinaigrette, non pas en ajoutant de la moutarde, mais disons que je n'ai pas fait de mélange vinaigre et huile avant Shabbat.
Est-ce que j'ai le droit de presser du jus de citron Stam sur un ustensile et de faire un mélange citron et huile et ensuite le verser sur une salade? Je l'ai jamais fait, ça m'a paru toujours être interdit, si ce n'est que verser ce jus de citron directement sur une salade. Bon, ce que vous avez dit, tout est parfaitement vrai. On a le droit de presser un fruit sur un aliment solide, mais pas sur un liquide ni dans un verre vide. Parce que sur un liquide ou dans un verre vide, le but recherché, c'est d'obtenir un liquide. Et ça, c'est la macha, comme on a vu, de Dash, si vous vous rappelez, hein, battre le blé. Si vous pressez sur une salade, vous pressez sur un couscous, vous pressez sur du riz, le but, c'est d'avoir un couscous qui a un goût de citron. Vous voyez, un riz qui a un goût de citron. Mais le but, c'est pas du tout de profiter du jus de citron en tant que jus de citron, en tant que jus. Donc, ce que vous dites est parfaitement vrai, ça dépend si vous pressez sur du vide ou sur, disons, une vinaigrette. Voilà, vous avez pressé un citron sur du chometz, sur de l'huile. Ça, c'est un liquide dans un liquide, ça, c'est à sauce. Maintenant, vous avez compris, hein, c'est clair ce que je dis. Je pense que c'est Oui, clair. oui, oui. Je vais quand même vous ajouter quelque chose pour votre culture générale. C'est une parenthèse, surtout ne faites pas ce que je vais vous dire tout de suite, mais au moins que vous le sachiez. Sachez que, aussi étonnant que ça puisse paraître, le Shulchan Aruch, le Beth Yosef, le Rama et Admor Azaken, ils disent dans le Shulchan Aruch qu'on peut faire un jus de citron. Alors, si un jour quelqu'un vous dit ah, mais c'est marqué dans le Shulchan Aruch, alors qu'est-ce que le Rav il a dit? Alors, je préfère vous le dire. Eh bien, aussi bizarre que ça puisse vous paraître, à l'époque, il y a 200 ans, etc., c'était oui permis. De nos jours, c'est interdit. Et ça change. La elle change. Depuis quand la elle change? L'autre, c'est Moukhlefet. La Torah, elle ne change pas. C'est la même. Eh bien, la Torah, elle ne change pas, mais le derrière des gens, d'utilisation des gens, peut différer. Je m'explique. De nos jours, des citronnades, des jus de citron, on ne fait que ça. On achète du citron pour faire du jus de citron, comme une orange pour faire un jus d'orange. Manger le citron pour donner un goût dans un aliment, on peut être très très souvent dans du citron pour presser ou bien sur un poisson, ou bien faire du jus de citron. La citronnade, c'est vraiment un plat, c'est une boisson très très appréciée dans le monde. Donc le but, c'est de chercher le jus en tant que soi. Donc le citron, c'est devenu maintenant un fruit dont le produit, si vous voulez, le jus de citron, c'est un jus, c'est un liquide, c'est un mâché. Donc, ça devient comme un jus d'orange, comme un jus de n'importe quel autre fruit, et donc c'est interdit. Et c'est comme ça qu'on tient de nos jours. À l'époque du Beth Yosef, il y a très longtemps, etc., personne ne faisait du jus de citron. Citron, c'était vraiment pour être cuit avec du poisson, avec de la viande, c'était un condiment. C'était comme, on va dire, du poivre. Vous voyez, on ne mangeait pas du citron, jamais. C'était toujours. Le jus de citron n'existait pas, jamais. On faisait du jus pour cela. Et quand on en faisait, c'était plus pour quand même l'utiliser comme poivre en quelque sorte. Et ça a changé. Donc, mieux qu'Admor Azaken, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est pas si vieux. Admor Azaken, c'est quoi, 200, un peu plus de 200 ans. Il dit que c'est permis, mais juste après, le Tzemar Tzedek, 2 générations après, il dit non, le derrière, c'est pas le même. Donc, maintenant, l'immense majorité des poskim, ils interdisent. Je vous dis ça parce que ne soyez pas étonnés qu'un jour, quelqu'un vous dira, Rav Oedet Yosef, il dit qu'on peut faire un jus de citron. Ça existe, c'est pas faux. Mais bon, c'est pas notre psaque, c'est pas le psaque de la majorité des poskim de nos jours. Voilà, je vous dis ça que vous le sachiez. Pas de questions. Pas de questions? Allô? Non, rien. Moi, je pense que c'est... C'est bon? Oui, je pense. Ok, Gérard. Voilà, on va se laisser. Et Shkoyer, hein, vous m'avez encouragé ce soir. C'est bien. Bonnes Voilà. vacances. Voilà, c'est bien. Bah, écoutez, il faut recharger les accus, hein, prendre du recul de temps en temps, et puis pour avoir encore du réchec, avoir encore de l'envie d'avoir Avat Torah, d'avancer encore dans la halakha, dans toute la connaissance de la Torah. J'espère que tout le monde, c'est Chabeshvat, donc j'encourage les dames à prendre des chemins de la Rebbetzin, faire ce que les Rebbe disent, de faire Chita, de faire Rambam, de tout ce que l'on peut faire, il faut le faire. Voilà, on a besoin, on est dans une génération de chizouk, il faut donner du chizouk.
pour soi-même, pour les autres et pour soi-même. Razak. Et Rev Tov. Rêve. Allez, Merci beaucoup. quoi tout.